de nous voir. On va enfin pouvoir parler d'amour. Moi, ça fait un bon moment que ça ne m'est pas arrivé. Ça va être l'occasion, c'est parti. Enfin, votre présence, de toute façon, de quoi parler sinon d'amour? En tout cas, j'ai envie de commencer par un grand silence parce que le sujet est tellement vaste, Franck. C'est vrai. Le sujet est tellement vaste. Et en même temps, le but d'aujourd'hui, c'est peut-être de... Vous connaissez peut-être ce proverbe qui est le doigt pointe vers la lune. Ben, tant pis pour ceux qui regardent le doigt. Alors, juste pour écouter mon silence, hein, puisque je pense que l'amour est lié au silence aussi, à la résonance du silence. J'ai envie de dire juste une chose, c'est que la langue française est bien pauvre hein, avec le mot amour. Considérons déjà qu'il y a un dialecte africain qui s'appelle le bantou, où déjà le mot amour a 3 sens différents. On utilise le mot amour à différents degrés. Et puis j'ai envie de lancer aussi, Franck et Angie, le rapport de l'élévation de la philosophie grecque. Oui, Eros, Philéo et Agapé. 7 mots différents Eh oui. pour dire l'amour. Donc on est bien d'accord, enfin en tout cas on lance le débat qui est que il n'y a pas qu'un amour, il y a différentes variétés d'un seul et même amour unique. Et à quel degré on se place? En tout cas, je te rejoins sur le fait qu'en français, on manque vraiment, vraiment de vocabulaire pour parler d'amour. Oui. Il y a un seul mot, quoi. Et c'est emprunté en plus. C'est-à-dire que déjà en anglais on dit like et love. Donc on veut dire, on explique aimer, ça ne veut pas dire forcément aimer un objet. Donc il y a la notion d'une interaction d'amour vraiment dans l'interaction humaine. Voilà. Et dans la langue indienne, il y a aussi le verbe avoir n'existe pas. Donc, n'existe pas. Ah oui, le verbe être est toujours à la fin des phrases. Donc ce qui veut dire que la notion d'avoir, dans cette langue-là en tout cas, il n'y a pas de sentiment. Je parle de la langue ancienne, pas telle que la société existait maintenant, mais je crois que le mot amour est en rapport avec le je suis. J'aurais du mal à être contre. Moi aussi, moi aussi. Sur le je suis, que reste-t-il de l'amour? Ouais. Eh oui, Ouais. c'est ça. Et le je suis, il y en a combien? le je suis est la source de toutes les manifestations finalement. Oui. Enfin, le je suis, il y a un être, un je suis. Et pour aimer, il vaut mieux être deux. Comment on fait pour relier l'amour et l'unité? C'est quoi? Quelle différence entre l'amour et l'unité? C'est un vaste sujet, ça, Franck. C'est là, ouais, au bout de 30 secondes, on touche l'essentiel. C'est ça. Eh bien, on a fini là. On a tout dit. On a tout dit. Tout est dit là-dedans, finalement. Il y a la notion de... En Inde, il y a la formule Hridaya, qui est... Hridaya, c'est la notion de contraction du cœur. Et aussi, cette autre chose, c'est que forcément, je crois qu'on doit placer le cœur au centre de notre échange aujourd'hui, si vous le souhaitez. Le cœur est bien à la fois la porte de l'intuition et la porte de tout le travail intérieur qu'on doit fournir pour atteindre un état qu'on est déjà. Parce que l'idée d'amour là-dedans, c'est de bien partir comme la conscience, on n'a pas créé la conscience, on est la conscience. Donc l'amour, qui est vraiment associé à cette notion de conscience, eh bien, il n'y a pas forcément d'effort à fournir, il y a à se dévoiler par cette notion de cœur. Ouais. Voilà. En fait, c'est retirer les couches qui empêchent que cet amour que nous sommes essentiellement, absolument, retirer les couches pour que cet amour que nous sommes essentiellement puisse être à chaque instant, en fait. Oui. Et c'est quoi ces couches? Pourquoi on a des couches? Parce qu'on n'a pas... Les bébés mais on est peut-être encore dans un statut infantile, hein. Ouais, on a encore des couches, hein, finalement. Ouais. Et c'est là que peut-être la notion de métaphysique est intéressante, c'est cette notion de vérité relative et vérité absolue, et de la dualité et de la non-dualité.
Ça veut dire qu'il y aurait finalement le principe d'amour, ce serait de vivre l'amour duel, d'être dans la compréhension de cet amour-là et d'aller de plus en plus vers cette source qui est la non-dualité ou vers l'unité. Oui, ça m'arrange si la métaphysique est intéressante. Mais de toute façon, l'unité, ça ne peut être... Enfin, on part de la dualité, on part pas de l'unité. On va vers l'unité. Et pour aller vers l'unité, il faut bien ne pas être dans l'unité. Heureusement qu'on est dans la dualité. Vive la dualité. Sinon, il n'y aura pas d'amour. Oui, et en même temps, l'unité est le cœur du mouvement aussi. La dualité ne serait pas attirée par l'unité s'il n'y avait pas la source même de cette unité. L'unité est le but. Oui. La source, c'est le but. Oui, oui. C'est pas d'où on vient, c'est où on va. Et c'est ce qu'on est, On fondamentalement. est le fait d'aller vers ça. Voilà, exactement. Parce qu'on n'est jamais dans l'unité. On n'y est jamais ou est-ce On qu'on y y va est tout le toujours. temps? Est-ce qu'on y est? Consciemment, je veux dire. C'est ça, c'est où En tant que conscience, est-ce qu'on peut être l'unité ou est-ce que la conscience, c'est pas forcément une dualité? Oui. Bah, si, J'ai pas de conscience. Si si j'ai on- pas conscience de oui. quelque chose, je suis pas conscience, donc je peux pas être conscient et unité en même temps. Oui. On est dans on est conscience. Oui. On est amour. Et finalement, la base fondamentale de l'individu comme de l'humanité, ça paraît une vérité tellement simple, hein, mais quand on parle du cœur, du centre du cœur, qui est dans toutes les traditions, on le voit de toute façon, qui est un travail sur la purification du cœur. Et pourtant, il y a certaines voies qui impliquent le discernement, l'observation, etc. Mais les émotions, les désirs, les peurs, les éprouvements, l'impuissance, le désir sont à la fois dans ce cœur, et derrière ce cœur, il y a aussi, derrière ces émotions, il y a ce qu'on appelle, derrière les formes émotionnelles, il y a la non-forme, le non-manifesté, qui est pour moi l'essence même de l'amour. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que ce Donc, mouvement est une forme de miroir déformant de cette miroir déformant qui est finalement un chemin naturel, qui est de passer du miroir déformant à l'état, comment dire, d'une forme de pureté? En tout cas, c'est un mouvement. C'est un élan. C'est pas un état. C'est ça, c'est un mouvement, exact. Il n'y a pas d'état d'amour, d'ailleurs. Dans l'instant présent, il n'y a rien. L'instant présent, il ne dure pas. Il est oui. nul. On ne peut pas dire, pas plus qu'on peut dire il y a un univers, on ne peut pas dire... Cela, c'est simplement un mouvement. Comme nous sommes une évolution. Nous sommes l'amour parce que nous sommes l'évolution. Et nous sommes l'évolution parce que nous sommes l'amour, plus exactement. L'évolution, ça consiste à aimer de plus en plus. Ou alors, c'est pas une évolution. Oui, je parlerais d'expansion en fait. L'amour qui joue à se goûter à travers des tas d'expériences. Et pour pouvoir se goûter et pour pouvoir s'expandre en tant qu'amour, il est nécessaire d'être séparé. Donc on revient à la notion de dualité. Parce que je ne peux pas goûter le plaisir de parler d'amour si je suis l'amour. Et donc, pour pouvoir goûter ce plaisir de parler, de faire cette expérience, j'ai besoin de me voir comme séparée de Franck et de David. Et ce qui est peut-être aussi important, c'est de parler de ce cheminement aussi subtil qui est de ce parcours qui nous mène finalement de l'ego au non-ego. C'est-à-dire que l'amour duel et l'amour non-duel serait peut-être le principe même de notre parcours individuel. Oui, mais sans ego, pas d'amour, puisqu'il faut une dualité. Oui, mais en même temps, faire l'expérience, ben oui. l'ego soit là, Ouais. sans l'ego, il n'y a pas d'amour. Oui. Alors qu'on disait tout à l'heure que les couches qu'on a, c'est l'ego. Les croyances, les conditionnements. Sont un obstacle à l'amour. C'en est un obstacle, c'est le moyen. C'est même la condition de l'amour. En quoi c'est un obstacle? Ou est-ce que c'est différent, un obstacle et le moyen d'évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer sans obstacle?
ça dépend dans quel angle, mais c'est-à-dire qu'il faut bien prendre conscience de ses limites pour pouvoir les dépasser. Et ce qui est intéressant dans... Qu'est-ce qu'aimer? Qu'est-ce qu'aimer? Il disait c'est une expansion, donc c'est aller vers l'infini. Ce qui est notre potentiel. Notre potentiel est infini, mais comme il est infini, il n'est jamais réalisé. Donc on y va toujours. Donc l'amour est éternel. C'est génial. Mais on n'est jamais dans l'unité. Sinon l'amour serait réalisé. S'il est réalisé, on ne sera plus là. Que nous sommes sa réalisation. En même temps, j'ai l'impression qu'on peut aussi goûter cette forme d'unité au cœur même de cette dualité. C'est-à-dire que au sein de cette limite qui est tout le temps là, finalement, mon corps en est une, comme tant d'autres, au cœur en fait de cette limite, je peux goûter l'unité de cet amour avec moi ou avec l'autre, en sachant que pour moi c'est la même chose. C'est-à-dire que l'autre n'est toujours qu'une facette me renvoyant l'amour que je suis et que j'ai sans doute oublié puisque je suis séparée. Donc c'est à chaque fois une perpétuelle... c'est comme une expérience de perpétuelle reconnaissance de l'amour que je suis et qui s'expand et qui s'expand et qui s'expand à travers toutes les formes que ça va prendre. C'est-à-dire que nous avons on pourrait dire l'intuition où nous sommes construits de cette unité qui devrait aller de soi, et où nous ne sommes pas, mais c'est ça qui nous tire, c'est ça qui... On en a quoi? C'est même pas un sentiment, on le devine. On sait qu'on est un. On sait qu'on est un. Mais qu'on n'aura jamais la sensation totale d'être un. Ça reste un idéal, ça reste un but. Et toujours, on essaie de s'expandre, parce qu'on essaie de s'unir avec tout ça, avec tout. D'abord avec des gens qui nous ressemblent, puis petit à petit avec des choses qui nous ressemblent moins. Quand on arrive à aimer les animaux, c'est déjà un peu mieux que quand on arrive qu'à aimer les humains. Quand on arrive à aimer tous les humains, c'est déjà un peu mieux quand on arrive qu'à aimer seulement ses voisins, ses cousins, les gens avec lesquels il peut se passer quelque chose de concret. Mais quand on peut aimer l'univers tout entier, ben c'est encore plus... Mais on a l'intuition, on sait, au fond de nous, que tout ça, c'est déjà soi quelque part. Mais oui. Et oui. Mais c'est pas réalisé. J'aime beaucoup le terme de mouvement. C'est un mouvement. Voilà. Et dès qu'on se fige, on n'est plus dans ce mouvement. Et que l'amour est une forme dans son premier niveau, est une forme de rejoindre la neutralité, en tout cas l'instant présent, une partie moins rejoint une partie plus. Et on peut vivre à ce moment-là, quand les deux parties se rejoignent, une forme de temps on rejoint le silence intérieur qui se remet en mouvement perpétuellement, etc. La question que j'aimerais vous poser, c'est il y a différents degrés d'amour néanmoins dans notre évolution personnelle, puisqu'en grec on a Eros, Philéo et Agapé. On pourrait prendre dans d'autres traditions, mais on voit bien qu'il y a 3 niveaux, c'est-à-dire qu'il y a l'amour animé et pulsé, je dirais presque par le corps physique, par le mental, et puis il y a un degré de se détacher de soi pour aller vers l'autre de plus en plus, jusqu'à temps qu'on ne se prend même plus conscience de l'effort qu'on fournit pour l'autre et qu'on est. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que c'est la clé, tu l'as dit il y a 2 secondes. Figer le mouvement, c'est s'identifier à l'ego, s'attacher à l'ego et se dire je suis cela. Et ma façon d'aimer, c'est celle-là et pas une autre. Donc là, c'est foutu. Enfin, c'est pas foutu, on en sortira de toute façon. Mais c'est comme ça qu'on s'identifie aux couches qui nous empêchent d'aller plus loin. C'est ça. Et l'ego, c'est toujours une photographie instantanée, elle est faite pour changer toujours. Elle change toujours au rythme où change l'amour. Si on fige l'ego, on fige l'amour. C'est vraiment... Mais il y a donc à un moment donné un travail intérieur avec ce... changement de cet ego. Tout le Parce temps, que quand on parle, j'ai toujours l'impression qu'on est sur 2 mondes une couche de surimpression liée à l'ego et au mental, et un autre monde qui
qui est une forme de contact direct avec le réel. Alors, on pourra en parler de tout ça. Mais justement, est-ce que notre travail intérieur consisterait pas à justement à prendre conscience de cette couche en surimpression qui nous, finalement, qu'on doit expérimenter, qu'on doit digérer, assimiler, jusqu'à comprendre qu'il y a des scénarios à ne plus répéter, jusqu'à finalement être, parce qu'on est bien dans l'être. Et il me semble, moi, qu'il n'y a pas de limite à être. C'est un mouvement. Hein. C'est un mouvement. J'ai l'impression que l'amour, c'est ce grand mouvement perpétuel qui nous pousse à réduire cet écart, justement, entre ces couches dont tu parles. C'est-à-dire que je vois ça comme... donc nous sommes ce fond, ce grand fond, sans limite, sans forme, ce grand fond, qui ensuite va se condenser en une forme, donc la forme David, la forme Franck, la forme Angéline. Et tout au long de notre vie, cette forme s'est encore plus condensée en une autre forme qu'on appellerait, que j'appelle la personnalité, les masques, que j'appelle... voilà. Et il y a un écart, en fait, entre ces masques, l'individu que je suis, en sachant que dans individu, il y a un... et que individu pourrait être indivisible, et que ça pourrait être une forme d'unité aussi, cet individu, et qu'en bas, il y a ce fond, ou en haut, je ne sais pas où on le met, partout en fait, il est là. J'ai l'impression que l'amour, c'est ce qui va nous pousser à réduire de plus en plus l'écart entre ces couches que nous avons dû construire pour nous protéger, parce que pour de multiples raisons, pour retrouver le fond que nous sommes, en fait. Disons ça rejoint cette notion que quand nous sommes petits, nous sommes dépendants et impuissants, et qu'on apprend vite que pour que nos parents nous donnent, il faut apprendre à donner. L'amour conditionnel. Mais c'est l'amour conditionnel. Et si on n'est pas vigilant, toute sa vie, on peut être sous une forme d'amour qui, pour moi, qui n'est pas de l'amour, qui est de l'émotion. Et l'émotion est la construction du passé. Donc prendre conscience de toutes ces petites nuances, et pourtant c'est de l'amour en même temps, mais l'amour est un peu le substrat qui nous donne cette envie de progresser, puisque c'est le cœur même de la conscience. Et cet élan-là, je le place au centre de notre évolution interne. Et j'ai envie de rebondir à ce que tu dis, c'est que tu parles de forme Franck, forme David, etc. Mais je pense qu'on a des multiples formes. C'est-à-dire que l'être humain est animé par ses sensations au niveau physique. Il est animé par des émotions. Il est animé par ses pensées. Et déjà, je pense que le premier travail est de faire de la cohérence avec tout ça. Parce que, en fait, l'amour est tellement, on pourrait dire infini, mais je ne sais pas si c'est le terme, mais à chaque fois qu'on n'est pas cohérent, il s'identifie finalement à une émotion, à nos sensations, etc. Donc, est-ce que l'amour ne serait pas là aussi comme une forme d'alchimie intérieure, thérapeutique, que sans cet amour, on ne serait pas animé par ce mouvement d'évoluer? Certes, on ne pourrait pas évoluer sans amour. L'amour est le seul moteur de l'évolution. Toute l'évolution, quelle qu'elle soit, c'est de l'amour. Le même être, c'est-à-dire la même source d'amour, se trouve en toute chose. Et quand une particule tourne autour d'une autre, c'est de l'amour. Ce n'est rien d'autre que d'amour. S'il n'y a pas d'amour entre les deux particules, elles sont indifférentes. Elles ne vont pas se mettre à tourner. Elles se mettent à tourner au lieu de tomber l'une sur l'autre. Parce qu'il y a aussi la répulsion. Et la répulsion, c'est la conscience. C'est ce qui fait qu'on a l'impression d'être séparés alors qu'on est une seule source. Et tout le monde, à quelque niveau que ce soit, parle de ce sentiment d'être séparé, mais il dit, bah non, je ne suis pas, en réalité, je suis l'autre. Alors comment je vais faire pour combler l'espace, pour boucher les trous, pour me réunir à cet autre que je suis déjà en tant que source? Mais pour que cette source se manifeste, il faut que j'ai l'impression, grâce à la conscience, donc grâce à la répulsion, que je ne suis pas l'autre. Oui. Et l'amour est à la fois le plus qui est supérieur au plus et au moins. C'est-à-dire que quand on parlait du cœur tout à l'heure comme le centre, j'ai vraiment l'image de, par exemple, les tireurs à l'arc du bouddhiste zen.
sont obligés d'attendre de se détacher de leur mental pour atteindre leur cible. Moi, je parle d'amour là aussi. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, quand le mental meurt, le but est atteint. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que là, ce qu'on partage ensemble en l'espace de 15-20 minutes, on est en train de mettre les pièces de puzzle sur les différents degrés d'amour qui sont en même temps un fil rouge. Et je m'interroge sur notre discussion, sur le fait que qu'est-ce qu'on peut dire finalement à l'humanité pour rendre compréhensible que sans rentrer dans une forme d'idéalisme, sans rentrer dans les travers qu'on peut connaître à travers le mot amour, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme message réaliste à l'humanité, à des personnes qui ont besoin d'espoir, voilà, par rapport à ce mot-là, qui est en français, comme tu le dis, Angie, est très pauvre. Hein. Amour, on aime les patates comme on aime une plante, etc. Comme on aime sa femme. Et comme on aime autant les frites que sa femme et on utilise le même mot. Voilà, c'est assez dramatique. Et donc, bien sûr, on peut remplacer par compassion, par charité, mais en gardant le mot amour, c'est l'énergie qu'on y met derrière. C'est comment transmettre une forme de... Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'une façon simple pour faire apprendre à aimer, être dans un état d'amour? Pour moi, il n'y a pas d'autre solution que de comprendre que tout ce qui est conscient, tout ce dont on a conscience, est forcément dans la conscience. Et qu'il n'y en a qu'une. Oui. On est là, on a l'impression forcément d'être séparés, sinon, pour diverses raisons, pour une raison en particulier. Et à partir de là, on est là pour mettre en œuvre la compensation de ça. On ne croit pas être ce qu'on est en réalité, donc il faut retourner à la vérité. Et la vérité, c'est par des actes, c'est par le fait de se tourner autour, c'est par le fait de se prendre dans les bras, c'est par le fait de la charité, de la compassion, tout ça. Tout ça, ce sont des façons, ou d'aimer les frites, d'ailleurs, tout ça, ce sont des façons de faire l'unité avec l'autre petit à petit. Mais la base de tout ça, c'est toujours la compréhension en deux mots. Je contiens ce que je comprends et je contiens le monde dont j'ai conscience. Si j'en ai conscience, c'est qu'il est en moi. Sinon, j'en ai pas conscience. Si l'univers était extérieur à la conscience, on n'en aurait aucune conscience, il n'y a aucune conscience possible d'un objet extérieur à la conscience. Donc, comprendre ça, pour moi, c'est très important, parce que comme c'est le mental qui joue le chef d'orchestre dans cette histoire-là, c'est le mental qui fait qu'on s'accroche à l'ego, c'est le mental qui fait qui entretient cette impression qu'on est séparé. Et là, c'est le mental qu'il faut rééduquer. Et rééduquer le mental, c'est lui faire accepter, comme quelque chose qui n'est pas dangereux pour lui, le fait qu'on est un. Le fait que tout est dans la conscience et que la séparation n'est que une utilité provisoire, mais bon, on est là pour... Mais le mot que tu utilises, compréhension, est vraiment, il me semble fondamental. C'est-à-dire de pouvoir s'élargir à la différence de plus en plus. Et j'ai une phrase qui me vient en tête, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Si je vois que je ne suis rien, si je vois que je ne suis rien, je suis la sagesse. Donc ça c'est... Si je vois que je suis dans un état d'amour, il y a quelque chose de l'ordre du mouvement, de l'être et de la vie en moi. Donc est-ce que la vie, ce ne serait pas ce voyage entre le rien et le tout finalement? Voilà. C'est-à-dire qu'on est rien et tout à la fois, et c'est ça la beauté de l'amour conscience, c'est que c'est comme une bulle, et cette bulle, à tout instant, le rêve réel peut s'en aller, et pourtant la magie de la conscience fait que nous sommes dans un temps suspendu. Et en tant qu'être spirituel, nous faisons un voyage dans cette bulle suspendue. Et le souci, c'est de se croire quelque chose. Rien et tout, c'est pareil. Il n'y a aucune différence entre rien et tout. Il ne peut pas y avoir de différence entre rien et tout. Simplement, on se croit quelque chose. Se croire quelque chose, c'est le contraire de se croire le mouvement. Si on sait qu'on est le mouvement, alors on va dire, bon bah,
je vais pas m'accrocher à mon ego. Il n'y a pas d'enjeu, je vais rien perdre. Et le mental, il va comprendre ça. Je vais rien perdre en aimant plus. Alors que si je me crois à l'ego, c'est-à-dire une photographie à un moment donné dans cette évolution, moi je dis, il faut que je garde ça. Sinon, je disparais, je ne suis plus rien. C'est ça la peur du mental qu'il faut faire sauter. Et justement, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il faut aussi distinguer l'amour affectif que nous avons l'habitude de connaître dans nos vies, de cet amour dont nous parlons, de cet amour source dont nous parlons, qui lui n'est pas affectif, à mon sens en tout cas. C'est pour ça qu'intervient la notion de où on place la compassion, parce que souvent la compassion, si on n'a pas fait de travail intérieur, on doit additionner à la compassion le discernement. Parce que souvent, dans les premiers degrés de l'amour, enfin je ne sais pas comment on pourrait dire le terme, mais c'est quand on dit « je t'aime », c'est souvent « je veux être aimé par toi ». C'est ça. Donc c'est un amour égocentrique, mais ce qui est normal. Mais je pense que c'est là qu'est le leurre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que d'accepter qu'on part d'un noyau de besoin d'être aimé, et que toute la vie, c'est d'arriver à moi et les autres et moi, les autres, jusqu'à temps à être. Alors, mais combien de pourcentage de l'humanité, même si chacun vit son destin, Franquin, j'imagine, son cheminement, mais comment faire passer ce message? Parce qu'il me semble que ce mot amour est tellement pauvre dans la langue française, il est tellement pauvre, et pourtant si essentiel, parce qu'il est la conscience même. Comment on peut parler de cette conscience sans y être rattrapé par toutes les croyances, les conditionnements, les religions? Comment on peut parler de conscience d'une façon laïque? Je ne sais pas si c'est le terme, Pour en moi, tout cas. la clé, elle est toujours dans la distinction entre soi et moi. Tant que je ne distingue pas moi et soi, toutes les confusions, tous les problèmes, toutes les guerres découlent de cette confusion entre moi et soi. Tout à fait. L'ego, le moi, il ne peut que être aimé. Il est fait pour être aimé, il est toujours en train de revendiquer d'être aimé, il ne peut rien faire d'autre. Le soi, c'est l'inverse. Il est fait pour être aimé, pour aimer, et il ne peut rien faire d'autre que d'aimer. On ne peut pas aimer le soi. On peut aimer que l'ego. Mais l'ego ne peut pas aimer. La seule chose qui puisse aimer, c'est le soi. Mais ce qui compte, c'est de distinguer bien ces deux aspects de soi. Mais c'est dans la clarté de ce distinguo que se trouve la solution. Aussi bien pour toutes les religions, c'est pareil. Toutes les religions flattent la confusion. Et dans ce que tu disais tout à l'heure, je voulais revenir sur un point, c'est que dans ma façon de le voir ou de le vivre, en tout cas, c'est que tu dis donc au début, l'ego, on apprend à s'aimer soi, ensuite on apprend, et le cercle s'élargit comme ça jusqu'à embrasser l'univers finalement, hein, finir par embrasser l'univers. Le sage, on dit souvent que le sage s'aime lui-même, mais à travers lui aime l'univers. C'est ça. Ouais. Et donc j'avais l'impression que quand on arrive, quand cet individu se construit, l'individu, il oublie qu'il est le tout puisqu'il en est séparé. Donc, il se croit non amour. Et c'est bien ça qui va faire qu'il va aller le chercher. Ben oui. D'accord ? Et donc, pour moi, à chaque fois que je vis, quand on est identifié à ce moi-je, et que à chaque fois qu'on vit de la souffrance, à chaque fois qu'on vit quelque chose d'inconfortable, cette situation nous rappelle à quel point nous ne sommes pas ce que nous vivons d'inconfortable. Et que dès l'instant où on vit de la souffrance, c'est qu'on est en train de croire quelque chose qui est justement contraire à l'amour que nous sommes. Sauf si on est identifié à cet état, on peut traverser sa vie avec un programme identifié à ce programme, qui est encore une forme d'amour à différents degrés. Mais on peut vivre, parce que je pense qu'un des outils pour apprendre à aimer est la désidentification. Se désidentifier. Tout à fait. Ça, c'est un outil puissant. Et j'ai une image qui vient, je ne sais pas, je la mets comme ça sur le tapis. C'est la notion des vagues et de l'océan, qui est assez classique. Je voudrais savoir ce que vous en pensez des vagues et de l'océan par rapport à cette notion dont on parle de différents degrés d'amour. Quelles sont les vagues? Qu'est-ce que l'océan? Et encore, l'océan, il pourrait avoir des limites. Et moi, tel que je vois l'amour, il me semble qu'il est non-forme, illimité, enfin sans limite, donc on dirait illimité. C'est un exercice, en fait, qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes façons de voir les vagues.
C'est-à-dire qu'il y a à s'identifier à chaque vague ou prendre conscience de l'océan derrière. Voilà. On se prend toujours pour une vague. Oui. Et l'océan, c'est la succession de toutes les vagues. Mmh. Sans les vagues, il n'y a pas d'océan. Mmh. Mais chaque vague, si elle se prend pour une vague et qu'elle ne sait pas qu'elle contribue à la constitution de l'océan, eh ben, elle va être bien malheureuse. Mais Alors, oui. dans les vagues, hein, qu'est-ce qui crée les vagues finalement? Il y a une énergie, il y a un mouvement. Mais oui. C'est l'impossibilité pour l'océan d'être parfait. C'est l'impossibilité du néant. Oui. Nous sommes l'agitation qui permet petit à petit. Nous sommes puisque l'infini n'est jamais réalisé, ne peut pas être réalisé, forcément tous les finis existent. Tous les finis sous toutes les formes. Voilà, et voilà, tout ce qui vient s'en va. Hein, voilà. Et les papillons sont des maîtres. Oui, oui. Pareil. Il y en a plein dans le jardin, alors ça tombe bien. Et que pensez-vous aussi de cette notion du cœur, justement? La notion du cœur. Voilà. Parce qu'elle est liée à l'amour. Pareil. Par exemple, juste des petits exemples à donner pour voir la puissance du cœur. Hein. C'est que le cœur est 5000 fois plus puissant magnétiquement que le cerveau. Il réagit 2 secondes avant que le cerveau. Il a un champ électrique 60 fois plus puissant que le cerveau. Et toutes les cellules résonnent avec la vibration électrique du cœur. Donc, on voit bien qu'à différents degrés, le cœur qui est le siège et toutes les... en faisant un peu de lecture, on voit que ce qui fait rayonner un sage, après on peut dire ce que c'est qu'un sage, mais ce qui fait rayonner un sage, c'est pas forcément son pouvoir intellectuel, c'est la transformation de son cœur et de sa compassion. Donc on voit bien que ce cœur est à la fois le siège de toute notre médiocrité, mais de ce que j'appelle l'inconscient secondaire. En tout cas, cet inconscient, on y met tous nos refoulements, etc. Qu'on pourrait même symboliser par 2 chiens qui montent la garde. Et on a le cœur énergétique qui est... alors, en Inde, on dit que le cœur des sages est à droite, mais ça veut dire qu'en fait, il y a un autre cœur énergétique qui est comme un chant taurique, en fait, un taurus, je ne sais pas comment on peut le terme, qui fait que là, c'est le fait qu'il se rejoint et hop. Donc c'est un champ d'énergie qui est lié aussi à ce qu'on appelle le discernement qui est derrière. Donc on voit bien qu'il y a une alliance profonde dans l'évolution d'être dans l'amour, qui a un premier palier qui est de quitter son égocentrisme par un travail, je dirais presque nécessaire, d'acceptation déjà, pas de refoulement, d'acceptation, de récupérer l'énergie qui est mise dans cette caverne du cœur, justement, pour accéder à l'énergie du cœur énergétique. Alors, est-ce qu'on peut lier le cœur à l'amour? Le cœur, c'est le centre. Ça veut dire le centre. Dans le Thor, le centre n'est jamais... On n'y reste jamais. L'énergie magnétique, elle est toujours en mouvement entre deux pôles. Il n'y a pas de point d'équilibre réel, mais on cherche le point d'équilibre. On cherche l'unité des polarités sans jamais pouvoir faire l'unité des polarités. Les polarités sont toujours séparées. Donc le cœur est fait pour dire oui perpétuellement. Il est fait pour la dilatation, il est fait pour l'acceptation. Pour l'expansion. Pour l'expansion. C'est le but qui donne son énergie à tout le reste. Oui. C'est le but qui donne son énergie. Oui. L'énergie vient du but. L'unité, c'est le but. Et c'est parce que l'unité est le but qu'on a l'énergie d'y aller. On a envie d'y aller. On a envie de s'aimer. Pas s'en passer. Et moi, je dirais que l'unité est la cause et non pas le but. Mais il ne peut pas y avoir de cause qui ne soit un but. Il ne peut pas y avoir de but qui ne soit une cause. La cause n'est jamais dans le passé, elle est toujours dans le futur. C'est le but qui donne l'énergie. Et c'est ça la cause. Le but est la cause. Et séparer le but et la cause, alors ça... mais en même temps, il y a cette chose à l'intérieur du cœur qui, hop, comme ça, c'est ce fameux instant présent et l'amour-conscience qui est au-delà de l'espace, du temps, de la causalité, de tout ce qu'on veut. Il est comme un parfum qui résonne au cœur au fond du fond, au fond du fond du fond, ou au-delà du par-delà de l'au-delà, qui est cette résonance intérieure qui fait que nous sommes silence, nous sommes non-forme, nous ne sommes ni nés, ni faits, ni composés.
pour que le fait, le composé, le né soit, il faut que forcément il y ait le non-né, non-fait, non-composé à l'intérieur de nous. Bon, il faut que ce soit le but. Il n'est pas à l'intérieur de Enfin, quand je dis à l'intérieur, en tant que source d'énergie, pas en tant qu'état. Oui. Le point zéro n'est jamais réalisé. On passe son temps à essayer d'atteindre ce point zéro qui est l'instant présent en réalité. C'est le présent qui est le point zéro. Mais je nuancerais, Franck, c'est que... Et dans l'instant présent, c'est l'amour absolu. Mais on n'est jamais totalement dans l'instant présent. On est toujours un peu dans l'espace et dans le temps. Dans la conscience. En même temps, cette notion de libération peut être aussi un autre état, qui est suivi d'un autre état. Si c'est des états successifs, c'est jamais le but, c'est jamais atteint. Ce sont des étapes successives. Ouais. Donc, je il n'y a reviens... pas de limite à l'évolution de l'amour. L'amour grandit toujours. Voilà. Par contre, la conscience, elle ne grandit jamais. Elle est. C'est une donnée éternelle, c'est l'amour qui change. Ouais. Donc, je suis, comme en Inde, il y a le jeu du neti-neti que vous devez connaître, qui est je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas... Alors, à force on se retrouve tout nu, on enlève la peau des os et tout ça, et puis on se retrouve, qu'est-ce qui reste? Et ben, on continue de chercher d'enlever les mots parce qu'on n'a jamais fini d'enlever des apparences. Oui. Je dirais que moi, je pense que l'amour est un état. Je pense que l'amour est un état, et je pense que au cœur du cœur, l'amour, c'est être tranquille, paisible. C'est l'océan qui est d'accord avec ses tempêtes, avec son calme plat, avec les 3 petites vagues là et l'énorme tsunami ici. Et je pense que pour moi, c'est ça l'amour. L'amour source. Et ça me renvoie à une parole d'Épictète, je crois, qui disait que l'important, ce ne sont pas les choses, c'est l'opinion que nous avons des choses. Donc, en fait, un même environnement, si on le vit d'une façon intérieure différente, en fait, c'est peut-être ça la notion d'amour, c'est qu'en se transformant intérieurement, on change sa relation à l'extérieur, on change sa relation aux autres. C'est-à-dire qu'il y a déjà un mouvement intérieur qui crée, en fait, la relation au monde. Et pourtant, vous voyez, je ne suis toujours pas satisfait sur cette notion. Comment peut-on avoir un discours clair, et je pense qu'il est clair, mais aux personnes qui commencent à être dans cette démarche-là. Voilà. Parce que c'est très subtil, cette démarche d'amour. Être dans l'amour, il y a tellement d'attrape-mouches quand on parle de compassion, etc. Combien de personnes sont dans la compassion, mais ne sont que dans un remplissage d'un manque, parce qu'ils n'ont pas été assez aimés, par exemple. Voilà. Et ça, c'est un des pièges, j'ai envie de dire presque du New Age. Parlons de ça aussi. Justement, est-ce que notre tentative d'aujourd'hui, ce ne serait pas récupérer finalement cette forme d'usurpation, entre guillemets, du New Age, pour remettre l'amour au cœur de l'axe, je dirais, de l'humain, et d'une façon pragmatique? De toute façon, on n'atteindra jamais l'expression parfaite, l'idée parfaite, la communication parfaite. On ne dira jamais les choses telles qu'elles sont. C'est toujours une progression parce que c'est de l'amour aussi. Communiquer, c'est de l'amour. Et donc on communique toujours de mieux en mieux. On trouve des choses à dire qui vont être de plus en plus utiles à l'autre pour qu'il se révèle, pour l'aider à se révéler, pour qu'on se révèle soi-même. Mais c'est un leurre de s'imaginer qu'un jour on aura fini le travail et qu'on aura trouvé la formule. On ne sera pas là pour le voir. Si on atteint cet état, on ne sera plus là. On ne l'atteindra pas, oui. Bah oui. Donc on ne l'atteindra pas, on sera toujours là. Oui. Enfin, à mon avis, il existe déjà cet état. Hein. Il est déjà, il existe déjà, sauf qu'on n'est pas en train de l'expérimenter dans cet espace-temps-ci. Après, encore une fois, on parlait du mouvement au début, et pour moi, c'est ça, c'est de bien comprendre le mouvement en fait qui est en jeu, de bien voir que il y a une forme de d'emprise. On est conditionné à l'amour conditionnel, et de voir en fait tous ces espaces où on oublie d'aimer en fait, et de voir tous ces espaces
ou c'est de l'amour attachement, ou c'est de l'amour... Et là, on devrait utiliser un autre terme que amour, parce que pour moi, amour et attachement sont profondément en opposition. Et amour, donc on cet peut amour parler de l'émotion. Là, c'est pas de l'amour. Parler de l'affectif. Voilà, c'est Voilà, de l'émotion. c'est de L'émotion qui est l'affectif. la construction du passé. Et en effet, je trouve que l'une des premières choses, c'est puisque le mot amour est faible en français, eh ben de ne pas considérer que tant qu'on n'a pas atteint, alors c'est un grand mot, un certain degré de clairvoyance, de lucidité et d'être en état d'amour vers l'autre, d'accepter qu'on n'est pas dans un état d'amour, qu'on est dans l'émotion et perdu dans ses identifications. Moi, je dirais le contraire, parce que je dis l'amour, c'est justement de reconnaître partout l'amour, y compris dans l'attachement, y compris dans la haine. Dans l'acceptation, c'est-à-dire vis-à-vis de soi. Dans l'acceptation, Oui. de soi, c'est déjà une forme d'amour certainement très élevée. Oui. Mais si on n'est pas capable de voir l'amour dans le fait qu'un renard attrape une poule, alors on va être dans le jugement, on ne sera jamais dans l'amour. D'accord. Oui. Et l'attachement, c'est une forme d'amour. Et comme aimer les frites. Et Franck, c'est... Chocolat, mon chocolat, oui, passez mon chocolat. C'est de l'amour. Ouais, oui. C'est l'amour à un certain niveau. Oui. Et s'il n'y avait pas ce petit niveau, comment il pourrait y avoir le grand niveau? C'est ça. On ne va pas supprimer toutes les formes d'amour au profit de seulement celle qui est arrivée là-haut. Sinon, la pyramide, sur quoi elle repose? S'il y a un sommet de la pyramide, c'est qu'il y a une base à la pyramide. Toutes les formes d'amour existent. Celle des particules atomiques, celle de la gravitation, c'est une forme d'amour. Le fait de manger, c'est une forme d'amour. Le fait de communiquer, comme on fait en ce moment, c'est une forme d'amour, parce que c'est une façon de voir pourquoi on est un. Ah oui. Nous sommes sur quoi on amour. est d'accord, sur quoi on n'arrive pas à être d'accord. Nous sommes amour. C'est-à-dire qu'on a, comme la conscience, on n'a pas à créer, à donner. On est que ça. On est conscience, on est amour. Et quelle serait donc pour on est toujours dualité. Oui, et quelle serait pour vous une société qui serait basée sur cet élan dont on parle tant là aujourd'hui? Qu'est-ce que serait que cette société? Ce serait un peu mieux que celle-ci, mais ce ne serait pas parfait. Ce sera Non, ce toujours ne serait pas parfait. une évolution vers... Il y a eu des civilisations avant qui pouvaient se poser aussi la question, et puis elles osaient dire, si elles nous voyaient aujourd'hui, elles diraient, ah, ils sont beaucoup plus dans l'amour que nous. Mais nous, aujourd'hui, on va se dire, ah, on est beaucoup moins dans l'amour que les archanges, je ne sais qui sont déjà passés par nos étapes et qui sont déjà bien plus loin. Mais eux-mêmes doivent se trouver complètement nuls et se dire qu'est-ce qu'on est infirme, on n'arrive pas à aimer d'une façon absolue. Mais c'est vrai, l'amour n'est jamais absolu. Et il y aurait quand même dans cette société au niveau de l'éducation, par exemple, un fondement, le fondement métaphysique indispensable, fondement métaphysique, observation de la nature, des grandes lois qui existent. Apprendre aux enfants à quitter, à ne pas avoir peur de s'ouvrir. On apprend plutôt maintenant aux enfants à rester dans leur narcissisme pour lutter dans la société. Mais en fait, les enfants, à la base, ils n'ont pas du tout peur de s'ouvrir. On leur apprend à se fermer. Mais très rapidement, ils se ferment d'ailleurs. Oui. Très rapidement. Mais à l'origine, ils ne sont pas du tout comme ça. Très rapidement, ils se ferment. Ils ont besoin de construire leur ego, ils construisent leur ego d'une façon bien... Oui, mais dans un cadre plus large. Mais après, c'est on une le étape. dépasser après. Bah oui. On le dépasser. Et difficile d'être plus cruel qu'un enfant. On peut être extrêmement cruel quand on est un enfant, on ne se rend pas compte. Et c'est de l'amour aussi, c'est une façon de se chercher. Toutes les façons de se chercher sont de l'amour. Il me semble que dès l'instant où on ne reconnaît pas que l'autre est une facette de soi, eh bien, juste ça déjà, juste ça, ça peut changer tellement de choses, tellement de choses. D'accepter la différence aussi. C'est-à-dire parce que je pense qu'il y a à un moment donné dans cette confusion d'amour une fausse non-dualité. C'est-à-dire qu'on veut s'unir à l'autre avec des intérêts, de l'affectif, etc. Tout à fait. Donc il faut mieux accepter à un moment une vraie dualité. C'est-à-dire j'accepte que Franck soit différent de moi, mais je suis en contact avec sa différence, comme avec toi, Angie. C'est-à-dire qu'on est trois, mais un. C'est ça l'amour inconditionnel. Oui. Et oui. Se dire l'autre est nécessairement différent de moi,
il est absolument indispensable qu'il soit différent de moi. Oui. Et je me réjouis infiniment qu'il soit ce qu'il est, parce que grâce à ça, je peux être ce que je suis. Oui. Mon ego peut être cet ego-là, si son ego est tel qu'il est. Oui. Et tout ça contribue à la réalisation du tout. Oui. Autrement, si on est dans la confusion, à vouloir parler d'aimer, c'est un peu comme quelqu'un qui est dans une barque avec des remous et qui cherche à briser les vagues avec sa rame en disant ça va s'arranger comme ça. C'est ça. Voilà. Pour moi, c'est ça l'image. Hein, c'est bien ça l'image. Et où il y a une histoire en Inde qui est très... C'est l'histoire d'un gars qui... C'est une chanson du gars qui rame pendant 10 ans, très heureux de se dire je suis dans l'être, le mouvement et la vie, mais il a oublié d'enlever la corde. Donc, il est toujours sur le rivage. Donc, je crois que c'est très important cette notion justement cette notion en effet de base métaphysique et de remettre et finalement l'amour, conscience, connaissance, on peut y mettre tout ce qu'on veut, et bien au-dessus des lois des hommes. C'est-à-dire que c'est bien sur cette base-là qu'un enfant peut et doit évoluer. C'est-à-dire que la société n'est que les conséquences de l'essence de la manifestation, finalement, avec des lois et des principes. Du moment que les hommes se coupent de cet amour-conscience, la société se dévie, ou pas, peut-être. C'est une expérience parmi tant d'autres. Et pour pouvoir faire l'expérience de ce que je suis, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je peux faire l'expérience de ce que je ne suis pas pour mieux goûter ce que je suis et me reconnaître. Oui, c'est ça. C'est l'histoire de la... Comment c'est ça ? C'est cette petite histoire de la petite flamme qui dit mais je veux... j'en ai pas tous les contours exactement, mais... L'histoire de la petite flamme qui veut se voir, qui veut se reconnaître, et du coup, on la met dans l'ombre. Et du coup, elle éclaire autour d'elle. Alors, tous les vilains personnages de l'ombre viennent à elle et disent « Ah, petite flamme, tu es super, on t'adore ». Alors, petite flamme, elle est très contente, mais au bout d'un moment, elle s'ennuie parce que elle ne se voit pas, elle ne se goûte pas, en fait. Oui, elle ne s'éprouve pas. Elle ne s'éprouve pas. Et donc, c'est cette expérience. Pour moi, c'est cette expérience que nous faisons. En fait, on se coupe de l'amour que nous sommes pour voir jusqu'où, pour voir l'état de notre création lorsque nous faisons ça, et pour regoûter à chaque instant, retrouver à chaque instant cette source que nous sommes, en fait. Et ça se fait ici, en tout cas, par la dualité, donc par la différence, par la séparation. Et donc, c'est une fabuleuse expérience. C'est une fabuleuse expérience. Du coup, la différence de l'autre vient pointer en moi un aspect, une facette. Alors, généralement, quand je ne suis pas à l'aise avec quelqu'un, c'est souvent que je ne suis pas à l'aise avec une partie de moi. Et donc, quoi de plus agréable, finalement, que de me retrouver, que de pouvoir me reconnaître grâce à cette séparation. Et je dirais que ça, c'est une chose, mais je pense qu'on peut parler d'amour aussi dans une action non réactive, c'est-à-dire que le mouvement de notre société est ce qu'il est. Et en même temps, je crois que l'amour est aussi porteur d'action, du moment que ces actions rassemblent, permettent l'ouverture, etc. Donc je pense qu'à la fois, l'amour, c'est aussi accepter la différence de l'autre, mais c'est aussi dire non, aussi. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est là que la notion de compassion, la compassion peut être aussi une forme affirmée d'action. Hein ? On est d'accord ? On est tout à fait d'accord. Donc l'amour est vraiment... l'amour, on parle de l'amour, on vit l'éprouvement de l'amour, je dirais presque, et notre but, c'est finalement d'être dans l'amour. Mais vous voyez, quand on parle comme ça paraît... j'imagine quelqu'un qui nous entend pourrait nous dire que... et j'ai du mal avec ce mot, amour. Alors, c'est-à-dire qu'il n'est pas assez vibrant pour moi dans cette langue française. Hein ? Et je ne sais pas, on pourrait inventer un mot. J'y ai souvent pensé. Comment pourrait Franck ou Angie inventer
J'ai souvent pensé à Alors ça. moi, je parle d'essence lumière. Moi, c'est comme ça que je l'entends, mais ça ne veut rien dire. C'est comme ça que je le ressens. C'est une façon de ressentir, voilà. Le mot amour est quand même très, très juste, parce que c'est une vibration. Âme, âme, âme. Mais c'est ça. Oui, et comme C'est homme, d'ailleurs. c'est une ça langue rejoint- préhistorique qui se retrouve dans toutes les langues. Oui. C'est vraiment la volonté d'intégrer ce qui est à l'extérieur. Et quand ce qui est à l'extérieur, on n'arrive pas à l'intégrer, on se met en colère, on tape dessus et on veut le tuer. Mais c'est parce qu'on a envie de l'aimer. Et c'est pour ça que on ne peut pas aimer et juger en même temps. On ne peut pas aimer et rejeter en même temps. On ne peut pas penser que la dualité, qu'il y a des choses qui ne sont pas de l'amour. Sinon, on renie soi-même tout ce discours qui consiste à vouloir aimer plus. Et pour aimer plus, c'est pour aimer plus. C'est pas pour se dire j'aime plus, mais à condition que j'aime plus parce que c'est moi, c'est la même source, c'est le même amour. La source, ce qui en moi aime est le même être que ce qui en toi aime, et ce qui en toi aime, et ce qui est dans chaque brindille, dans chaque feuille, aime, c'est la même source. Et à partir de là, je ne peux pas la juger. Si je la juge, je renie complètement Ce que je suis. ce que j'ai compris de moi. Ouais. Donc la vie, finalement, c'est une... comme la lumière chasse l'obscurité, cette lumière serait de ce dévoilement, en fait, pour arriver à être l'amour, mais un amour qui est à la fois le mouvement. Donc est-ce qu'on pourrait dire qu'on va vers si on avait une définition vraiment précise du chemin de la vie, ce serait ça, et que la société devrait suivre ça? Et elle le suit de toute façon. Quoi qu'elle fasse. Un geste, Ouais. il ne peut pas y avoir une parole, il ne peut pas y avoir quoi que ce soit qui ne soit pas une manifestation d'amour. C'est totalement impossible. Donc tout ce qui a été jusqu'à présent, je ne peux que m'en réjouir. Mais comme tu dis, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas trancher et être rigoureux par rapport à dire, bon, je n'en accepte pas une seconde de plus. Ouais. Je me réjouis de ce qui a été. Mais maintenant, je veux autre chose. Oui. Je me réjouis de cette société, toutes les civilisations qui se sont succédées, tous les massacres, etc. Parfait, il n'y a rien à redire dessus, il n'y a rien à juger. Mais à partir de maintenant, stop. À partir de maintenant, je veux que les hommes s'aiment chacun son prochain comme lui-même. Parce que c'est lui-même. Oui. Donc ça me touche ce que vous dites, parce que c'est tellement difficile à travers ce mot amour, qu'il est à la fois un état d'être et un mouvement qui peut s'affirmer, qui peut s'affirmer, qui s'affirme. Ouais. S'imaginer qu'il y a un être comme ça qui est bien défini, non, il n'y a pas d'être, il n'y a que le mouvement, il n'y a que ça. Le mot que moi j'emploie pour parler de cet amour avec un grand A, c'est le mot de paix, en fait. Et il me semble qu'à voir toutes les guerres sur cette planète, il me semble qu'on a assez bien expérimenté la coupure, en fait, l'écart. Hein. C'est très juste, Angie. Et en fait, dans ce que moi j'ai pu vivre, en tout cas, les états de cet amour non affectif, d'unité, de communion avec la vie, avec tout ce qui entoure, eh bien, je l'ai associé à ce mot qui est la paix, à quelque chose qui n'est pas dans cette idée de l'amour éclatant, l'amour pétillant, quelque chose comme ça. C'est vraiment, dans mon vécu en tout cas, quelque chose de tellement plus simple, de vraiment très très simple, qui n'a rien à voir avec l'état amoureux, où on a l'impression d'avoir des ailes, etc. Qui peut être très paisible aussi, mais pas forcément, pas toujours. Et, qui fait partie du cycle d'évolution aussi. Tout à fait. En tout cas, le mot qui correspond pour moi le mieux à l'expérience que j'ai pu en faire, c'est ce mot de
paix. Et ce qui me fait résonner, je l'avais déjà dit, mais je trouve qu'il y a une formulation en Inde, on parle de Satchitananda, qui est pour moi vraiment très fort. Là, tu parles de résonance, mais c'est l'être, la conscience et la béatitude. Voilà. Ouais. Quand on dit ça, vous voyez, on pourrait presque, là, pendant 1 minute, faire un silence, et je suis sûr qu'on sentirait de l'amour par rapport à tout ce qu'on a pu se dire. Et parce que l'amour, c'est le silence, et j'ai envie de dire, c'est le silence qu'on a hérité, qui est finalement on est le sans-forme qui a produit la forme, finalement. C'est-à-dire que nous avons cet instant précieux au fond de soi qui précède toutes les formes. Et c'est comme ça que je ressens cette quintessence de ce que j'appelle l'amour. C'est-à-dire qu'il y a un état d'apaisement. Voilà. Et notre véritable état d'être, c'est d'être tranquille, en fait. Sans tension, dans le mouvement. Un peu comme celui qui fait du canoë-kayak, en fait. Il a trois choix possibles. Soit il a peur et il se fait prendre par les vagues. Soit il apprend à maîtriser et c'est un peu plus difficile. Ou soit il se laisse aller dans une totale confiance sur le mouvement des vagues et ça se passe super bien. Donc je dirais que c'est peut-être ces 3 niveaux-là dont on parle. Hein, c'est ces 3 mouvements-là qui est finalement d'être dans la peur, enfin la peur de l'inconnu, je dirais. Après, je dirais, il y a peut-être à faire effort pour être dans la compréhension et l'ouverture, pour atteindre une forme de lâcher-prise sur le mouvement de la vie, parce que le mouvement de la vie, de toute façon... Il se fait. Et si on est contracté, qu'est-ce qui se passe? On ne fait que lutter. Ouais, on fait que de lutter, on se fabrique de la souffrance. Alors là, on en fabrique, hein, on en fabrique plein. Et dès qu'on a une petite éclaircie, on reproduit du brouillard dans la tête. Hein, et ça peut passer, toute la vie peut être une grande fantaisie. En tout cas, loin d'être un long fleuve tranquille. Voilà. Et je dirais presque la notion d'agapé, enfin en tout cas on voit dans ce mot agapé, c'est une notion finalement qui finalement inonde même les premiers degrés de l'amour dans la relation avec l'autre, etc. Parce qu'en fait, le plus important, c'est cette source qui, par conséquent, engendre tout un mouvement de la vie et un réajustage de toute notre vie, finalement. Il n'y a que la source. Il n'y a que la source. Il n'y a que la source. Tout est la source. Mais rien n'est la paix, puisque la source est un mouvement. Qui jamais abouti. La paix est toujours le but. Et c'est vraiment le mot important. La paix, c'est vraiment très important. Simplement, c'est une éternelle recherche. Ouais. Et c'est de trouver la joie dans cet éternel mouvement. Parce que c'est ça. Le mental, lui, il veut l'achèvement. C'est une paix relative qu'on appelle le nirvana, ces choses-là, qui consiste à être en paix avec la dualité. Oh, c'est ça. C'est pas supprimer la dualité, c'est être en paix avec le mouvement, c'est en paix avec le changement, c'est être en paix avec la guerre. Il n'y a pas de moment plus précieux dans le cheminement d'un maître spirituel que le moment où il est dans la guerre. Parce que là, la paix veut dire quelque chose. Là, arriver à progresser vers la paix dans les pires conditions, ça c'est formateur. Et de toute façon, tout ça n'est qu'une formation. Parce que si on s'imagine qu'il existe un état de paix vers lequel que je vais atteindre un jour, qui sera une paix absolue, ou que d'autres ont atteint, ben je vais toujours comparer mon état présent à cet état idéal, et je ne serai jamais en paix en réalité. C'est toujours une fausse paix. C'est ce qu'on parle. Hein. Il ne faut pas s'imaginer que Jésus soit en paix. Il ne faut pas s'imaginer que les grands maîtres ascensionnés soient en paix. Ils sont en paix relative, ils sont en paix par rapport à l'acceptation justement du fait que les gens s'entretuent. Ils sont eux-mêmes à la recherche, en mouvement, en évolution, vers une paix encore bien plus grande. Et de toute façon, ils n'atteindront jamais, parce que si on pouvait l'atteindre, il y a longtemps que ça serait fait, et on ne serait pas là pour en parler. Et tu parles juste, même si, mais je trouve que l'idée, la rencontre dans la Bible, il y a une rencontre entre Pierre et Jésus. Et Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Et il le fait 3 fois. Donc, ça montre encore, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Il lui pose 3 fois la question.
En fait, il lui pose 3 fois la question, en tout cas c'est juste un exemple pour lui montrer qu'il y a différents degrés. Et Pierre est dans l'impossibilité d'aller au niveau supérieur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion, comme tu dis, qui est cette notion de... il y a cette notion de mouvement permanent vers une conscience de plus en plus révélée, mais qu'on ne peut pas atteindre. Et sauf que là où il y a ce que j'appelle une forme de paix et de tranquillité, c'est d'être justement dans la joie juste de ça. C'est-à-dire que Ouais. la paix, c'est de se dire, quoi qu'il arrive, quoi que je vive, quoi qu'il y ait dans l'univers, cela est une manifestation de la recherche de cette paix absolue. Et ça contribue à la paix absolue, qui elle n'est pas, mais qui est le but. Et il y aurait pour moi quelque chose à préciser, c'est-à-dire que pour moi la paix n'est pas l'absence de douleur, mais l'absence de souffrance. Exact. Et que être en paix, ça ne veut pas dire ne plus rien vivre, ne plus rien éprouver et ne pas ressentir de douleur. Par contre, dans un état de paix, on ne ressent pas la souffrance. Et je fais une grande distinction entre les deux, en sachant que, étant dans un corps, nous éprouverons forcément de la douleur, et que si une abeille vient me piquer tout de suite, je vais avoir mal. Après, toute l'histoire que je vais me raconter autour de ça va créer de la souffrance. Mais si j'arrête de raconter toute cette histoire, alors je peux être en paix avec ce qui vient de se manifester, avec la manifestation, avec le tsunami, avec la petite vague. Et c'est justement ça qui est... Vraiment, c'est très bien que tu le dises, parce que c'est un des points fondamentaux de travail intérieur à un moment à faire, qui est de pouvoir accepter d'être traversé par une émotion douloureuse sans éprouver de souffrance. Justement. Oui, mais en tout cas, telle que la personne veut perdre une sensation, sans y mettre de marqueur. C'est ça. Ça fait partie aussi de l'action-réaction, c'est-à-dire que plus on met de choses à l'intérieur dans un placard, et plus finalement on perd de l'énergie. Et d'une façon naturelle, tout ce qui est mis, c'est comme un ressort. Hein. Le but de la vie, c'est que quand c'est refoulé, ça ne demande qu'à s'exprimer pour rejoindre la neutralité. Donc je dirais que c'est fou, mais d'un seul coup, je me dis qu'à un moment donné, l'amour voit et calcule. C'est-à-dire qu'on enlève toute projection affective, etc. Et que l'outil, notre conscience d'être, va nous permettre d'affiner un travail intérieur pour être de plus en plus dans un amour plus clair, plus authentique, un peu comme les nénuphars avec la boue, vous voyez, qui se nourrissent de ça et qui sont merveilleux. Ou comme un verre où il y a un verre où il y a au fond un peu de, je sais pas, de salissure, etc. Et dès qu'on met quelque chose de l'ordre d'une vérité, d'une acceptation, le verre se brouille. Mais c'est pour justement être clarifié. Hein. C'est ça l'état que l'être humain peut atteindre en tant qu'être humain. C'est la paix qui lui est accessible. À chaque instant. Oui. La paix qui lui est accessible à chaque instant. De toute façon, c'est toujours... C'est pas une finalité, c'est un mouvement. Le mouvement dont on parle tant. Ouais. Et cet état que l'être humain peut atteindre, tout le monde a vocation à l'atteindre, tout le monde l'atteindra de toute façon, et c'est le point de départ d'un travail encore bien plus immense. Une progression vers l'infini. Et tout ce qu'on peut échanger, aujourd'hui, ce serait formidable que ça devienne un outil pédagogique pour plus tard. Parce que c'est vraiment l'essence. Parce qu'un enfant absorbe. Et le rôle des adultes, ou en tout cas des éducateurs, entre guillemets, sont vraiment importants à un moment donné. C'est-à-dire que c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui est vraiment, je trouve, vital. Voilà. Puisque l'amour, c'est la réalité, c'est le réel. Tout le reste est illusion, finalement. Enfin, tout le reste est illusion. On peut... Dans le monde, il y a 1000 autres personnes qui sont en train de parler de la même chose et de dire la même chose que nous, et c'est heureux. Oui. Et si on compte sur les autres planètes, alors là... Oui. On est tous là pour ça.
soit pour s'éveiller mutuellement, mais en sachant que chacun apporte une couleur particulière, une façon d'aimer particulière, qui est indispensable à cet amour infini qui, lui, puisqu'il est infini, n'est pas. C'est comme un champ, finalement, un champ rempli de fleurs différentes. C'est-à-dire que ce qui fait la beauté et l'harmonie du chant, c'est qu'il n'y a que des différences. Et que finalement, c'est la frontière entre la différence et soi. C'est d'arriver à cet équilibre que, en rentrant dans la dualité, on finit par voir l'autre différent. Et en acceptant sa différence par un travail intérieur, on rejoint l'unité. En tout cas, on est aimanté par cette unité. On y contribue. Chacun est une façon limitée d'aimer, une façon particulière, personnelle d'aimer, toujours limitée. Mais cette façon particulière contribue en association avec toutes les autres façons de l'univers, et elles sont en nombre indéfini. Hein, on contribue à l'infini. On contribue à la réalisation de ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on appelle l'amour absolu, l'amour tout ça, la paix absolue, la paix infinie, etc., qui sont toujours un but qui a besoin pour être que nous soyons là, que toutes nos limites soient là, comme l'infini a besoin de tous les nombres pour être infini, il ne peut pas en manquer un, il ne peut pas y en avoir deux identiques. Ça, c'est la source de l'amour. Pour que l'infini soit, il faut que tous les finis soient. Toutes les limites, toutes les imperfections doivent être pour que l'infini puisse se réaliser, que ce n'est qu'une réalisation progressive et pas un état. Autrement dit, jouons complètement à être nous-mêmes, parfaitement à être nous-mêmes. Parfaitement, oui. Et totalement, et là, on reformera une unité à l'intérieur de cette limite. Et oui, et c'est... Dans le futur, oui. On forme, oui. C'est dans le présent. Et j'ai envie de dire de quitter le faire humain pour l'être humain. Ah oui, ça c'est aussi un grand sujet. D'apprendre finalement à créer des bulles de lenteur dans notre monde. Bulles de lenteur. Des bulles de lenteur. De pouvoir... parce que la seule ressource, c'est le silence. Et si on est dans le silence, on apprend, parce qu'on est tellement dans le faire que c'est devenu presque un ennemi, le silence. Mais retrouver ce silence qui est à l'égal de cet amour, qui est dans le mouvement, ça veut dire capter dans le silence qu'on est à la fois dans le mouvement. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire d'être tellement centré sur soi qu'on est dans le mouvement de la vie. Et que c'est peut-être ça qui est le plus important, c'est de créer ces bulles de lenteur, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action, c'est d'être activement passif, finalement. Et moi j'aime ce que dit Angéline, ma façon d'aimer est la bonne, la façon d'aimer qui est la mienne est parfaite, elle est la bonne, et plus je serai moi-même, plus je rends service à l'ensemble. C'est ça l'ego au service du tout, au service du soi. Si chacun joue parfaitement son rôle, alors la paix règne, même si on va voir à droite à gauche, on va trouver qu'il n'y a pas de paix ici, il n'y a pas de paix là, il n'y a pas de paix là. Ça y contribue, c'est indispensable. Vas-y, conclue. Oula. Allez, non, mais je trouve qu'on a fait un joli tour. Oui. Hein, qu'on aurait peut-être pu parler et développer ce qui se passe au niveau de l'amour égotique et dans les relations, dans les duos, en fait, dans notre vie de tous les jours. Mais bon, ça pourra peut-être faire partie d'un autre volet, qui sait. Hein. Et à quoi tu penses ? Non, je pensais au conditionnement autour de l'amour tel qu'on les vit parce que moi, je peux recevoir des couples, par exemple, qui traversent des difficultés, ou des parents avec leurs enfants qui traversent aussi certaines difficultés, et où je peux voir toutes ces facettes de l'amour qui se jouent, et tous ces conditionnements qui se perpétuent, etc. Et voilà, c'était pour parler de
toutes les facettes de cet amour-attachement, de l'égocentrisme, etc. Mais bon, je pense Toutes que sont là, parfaites. on a... Je crois qu'on Toutes sont parfaites. bon, évidemment, tout est ouvert. Hein. On pourra faire évidemment une autre interview, mais on a quand même, je pense, dit des petites choses sur cette notion de fausse non-dualité, de vraie dualité, d'accepter la différence, qu'on peut aimer et aussi accepter qu'on a un éprouvement pour la personne aussi. C'est-à-dire que, on ne doit pas chosifier l'amour, c'est-à-dire que l'amour est tout. Et qu'on peut accepter d'être en colère contre quelqu'un comme on accepte en même temps qu'on peut l'aimer. Le seul amour absolu, si c'est possible, c'est l'amour de la dualité. C'est l'amour de la dualité, Franck, oui. Comme la plus grande spiritualité, c'est l'amour de l'incarnation. C'est exactement ça, exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Et comme le monde est une projection de soi, il y a vraiment à prendre conscience que c'est là se joue l'enjeu de la vie. C'est-à-dire d'accepter qu'il y a une projection. Ouais. Et d'accepter qu'il y a une projection et de faire tout ce travail finalement de réintronisation de sa projection pour voir notre vrai je et de voir l'autre vraiment dans sa différence. D'aimer pleinement cette illusion. Aimer l'illusion. Ouais. Il n'y a que l'illusion, il n'y a rien d'autre à aimer. Ouais. L'amour, ça consiste à aimer l'illusion. Ben voilà. Eh bien, Franck. On commence quand? Merci. Merci à vous. Merci. Merci Franck. Merci. C'était magnifique.